En esta primera parte de la mañana vamos a tener el gusto de escuchar a las profesoras Ana María Ducci Reyes Carrasco y María Beatrice Failla. Va a iniciar la mañana Ana María Ducci, que es profesora de Historia del Arte en la Academia de Bellas Artes de Carrara, donde se dedica especialmente a estudios de historiografía del arte en la primera mitad del siglo XX y especialmente centrado en el contexto francés. Ana María nos presenta la ponencia l'Institut International de Coopération Intellectuelle, son acción pour le patrimoine dans l'entre-deux-guerres, en el que aborda el enfoque de la conservación del patrimonio en el seno de la Sociedad de Naciones. Ana María parlera en français. Buongiorno a tutti, bonjour à tout le monde, good morning to everybody. Je voudrais au début remercier vivement les organisateurs de ce congrès, toute l'organisation du Prado, notamment Anna González Mozo et Marco Cardinali pour m'avoir invité à exposer mes considérations aujourd'hui qui, j'avoue, ne porteront pas vraiment sur un aperçu général sur l'activité de l'Office international des musées. Plutôt, je me suis concentrée sur la conférence, bien sûr, de Rome. Je vais vous donner plutôt quelques considérations qui me semblent particulièrement intéressantes et en même temps, je donnerai un peu une contextualisation de l'activité de l'Office international des musées par rapport notamment à l'organisation de cette conférence. Bon, vous me dites si vous m'entendez, si vous voyez. Oui. Donc, pour commencer, on rappelle que la création de la Société des Nations en 1919 conclut une phase historique dramatique. L'organisation de Genève visait à sauvegarder le délicat équilibre pacifique atteint par les traités de Versailles. Pour réaliser ces objectifs, une action prodigieuse de diplomatie culturelle fut mise en place selon une idée solidariste qui conçoit la culture comme les moyens les plus appropriés pour contrer la montée des nationalismes. Point de grande actualité aujourd'hui. Cette tâche a été déléguée à des organismes spécifiques dont l'architecture bureaucratique est très complexe. J'essaie de résumer un peu. En 1922 est fondée la Commission internationale de coopération intellectuelle, CICI, qui a pour premier président Henri Bergson, que vous voyez peut-être au centre de la photo, et qui accueille entre autres des personnalités telles que Albert Einstein, Marie Curie, Gilbert Murray, Johann Huizinga. De 1925 à 1946, les questions culturelles sont déléguées à un nouvel organisme fortement soutenu, voulu et soutenu par le gouvernement français, qui était basé à Paris, Palais Royal, c'est-à-dire l'Institut international de coopération intellectuelle, IICI. L'Institut s'articule en sous-organismes spécifiques, dont l'Office international des musées, OIM, créé en 1926 sous l'impulsion de l'historien de l'art français Henri Faucillon, qui était membre de la sous-commission des lettres et des arts de la Commission genevoise, et aussi du Belge Jules Destrée, que vous voyez à droite, ancien ministre des Arts et des Sciences en Belgique, et qui fut le président de l'Office jusqu'à sa mort en 1936. En suscitant un dialogue intense entre les principaux universitaires et conservateurs appartenant aux différents États membres de la Société des Nations, mais en impliquant dès le début les Américains, l'OIM marque un tournant dans l'histoire de la conservation et des musées, thématiques qui prennent alors un essor institutionnel de référence internationale. Surtout, les débats aboutissent souvent à des résolutions partagées qui, toutefois, il faut bien le souligner, ont un caractère de seule recommandation. Au cours des années 30, les initiatives en matière de conservation s'intensifient.
L'une des entreprises majeures fut justement la Conférence internationale pour l'étude des méthodes scientifiques appliquées à l'examen et à la conservation des œuvres d'art, qui est liée à Rome du 13 au 17 octobre 1930. Donc, les premières traces d'un intérêt pour la question des techniques d'examen des œuvres d'art remontent bien avant la fondation de l'OIM. L'OIM est fondée en juillet 1926, c'est-à-dire à une proposition que Jules Destrée présente en 1922 à la sous-commission de la protection intellectuelle, sous-organisme de la commission de coopération intellectuelle. Je sais, c'est ennuyant, mais c'est bien ça. À Genève, donc, la préoccupation à l'origine se situe dans un cadre épistémologique qui est le cadre de la protection des droits d'auteur, c'est-à-dire elle ne concerne pas spécialement les domaines de la conservation artistique. Pourtant, le sujet de l'identification des œuvres d'art visant à protéger les originaux était très débattu en France aux années 20. Les ministres de l'instruction publique, Anatole de Monzy, avaient pris soin de systématiser les méthodes d'analyse optique et radiographique qui étaient pratiquées de manière dispersée en France depuis les années 10. En effet, l'arrêté ministériel du 12 septembre 1925 concernant l'identification des œuvres d'art, à l'article 6, établit que, vous le voyez, toute œuvre présentée est photographiée et identifiée, s'il y a lieu, selon les méthodes scientifiques appropriées. À cette époque, la question s'est fait donc institutionnelle et glisse lentement de la sphère patrimoniale juridique dans le champ artistique. Ces mêmes années, c'est plutôt dans les milieux des universitaires qu'un véritable intérêt pour la conservation des œuvres d'art surgit. En 1921, la Société d'histoire de l'art français organise à Paris le 11e Congrès international d'histoire de l'art, les premiers où la muséologie et la conservation sont débattues et les premiers aussi où pas mal de conservateurs américains sont présents. À cette occasion, les Belges Léo van Puivelde, alors conservateur au musée de Gand, présente une intervention questionnant les modalités de nettoyage des peintures anciennes, 1921. Ne pouvant pas ignorer ce souci répandu, la Commission de coopération intellectuelle de Genève, en 1926, confie la question au Belge Richard Dupérier, que vous voyez ici avec Jules Destrée. Il était en effet le secrétaire de Jules Destrée, et c'est par le biais de Jules Destrée qu'il arrive à la Société des Nations. Donc, au Belge Richard Dupérier, chef de la section des relations artistiques de l'Institut international de coopération intellectuelle. Donc, le plus ancien dossier consacré à la question de la diagnostic muséale date, comme l'a rappelé Silvia ieri, de 1926 et il y a aussi un dossier concernant l'historien de l'art Fernand Mercier. Fernand Mercier, dont Marco Cardinali a à plusieurs reprises mis en relief l'importance pour la conférence de Rome ainsi que sa conception de la technique en peinture, conception que Mercier expose dans son ouvrage de 1931 dédié aux primitifs français et qui fut préfacé par Henri Faucillon. Donc, à cette époque, Richard Dupérier, il faut dire, comme Sylvia l'a rappelé, coordonne une enquête sur l'identification des œuvres d'art et il est aidé par les critiques d'art André Blum, qui n'est pas encore conservateur au Louvre. André Blum, c'est une personnalité, je crois, qui a pu être suggérée à l'Institut par Henri Faucillon. En effet, les deux sont contemporains, se connaissent, ils sont spécialistes de l'estampe et ils collaborent couramment à des revues prestigieuses telles la Gazette des Beaux-Arts ou la Revue de l'Art ancien et moderne. En 1929, André Blum présentera les résultats partiels, comme on l'a expliqué, de cette enquête dans un article
portant sur quelques méthodes d'examen scientifique des tableaux et d'objets d'art, où, il faut dire, large part sera réservée à la méthode des Mercier. Ça, c'est un premier point qui me paraît significatif, c'est-à-dire au moment de lancer son enquête, l'Institut international de coopération intellectuelle ait recours en tant qu'expert, non pas à des scientifiques ou des restaurateurs, mais plutôt à des historiens de l'art, Blum et Mercier. Donc c'est déjà un choix de champ. C'est en effet au tout début de son enquête, au mois de mars 1926, que Dupierrier écrit à Fernand Mercier en expliquant quelles sont les finalités de l'entreprise. Et il ajoute « Je vous demanderai par conséquent de me dire si votre méthode permet d'identifier un original par des signes certains qu'il serait impossible d'imiter. » Donc, Mercier, à l'époque, il est conservateur en chef au Musée des Beaux-Arts de Dijon et il a implanté un laboratoire d'analyse. Mais je vais revenir sur ce point. Ce qui m'intéresse, c'est l'affirmation que Mercier avance dans sa réponse à Dupierrier en disant « J'ai cherché à appliquer dans les domaines artistiques les procédés courants de la science. L'adaptation a été parfois délicate, mais les résultats sont d'une précision très nette. » Nous savons que Mercier a été signalé à l'Institut de coopération intellectuelle par Faucillon, mais qu'il a eu aussi l'appui d'un autre fonctionnaire important de Genève, c'est-à-dire le Roumain Gheorghe Prescu, lequel écrit à Dupierrier en présentant Mercier avec ces mots « Mercier est la personnalité de France la plus compétente en matière de conservation et de restauration des œuvres d'art. » Alors, quand en 1921, âgé de 37 ans, Mercier, moi je m'excuse, on ne trouve point d'image ni sur Mercier ni sur son laboratoire. Jusqu'ici, au moins. Et peut-être dans la discussion, je vous expliquerai pourquoi. Alors, il arrive à 37 ans en 1921 à Dijon. Il devient conservateur en chef du Musée des Beaux-Arts et il peut compter sur une formation très riche à l'échelle internationale grâce à des voyages partout en Europe, notamment à Bonn, en Allemagne, et à Vienne. C'est une expérience qui aura peut-être permis de connaître les plus anciens laboratoires implantés dans les musées d'Outre-Rhin. Notons, ça c'est bien important, que Mercier est le premier historien de l'art à occuper le poste de conservateur à Dijon, poste qui jusqu'à-là avait été confié à des amateurs ou à des artistes. Lui, il est le premier professionnel historien de l'art. Sa nomination marque en effet un moment clé de la politique muséale qui s'amorce sous la Troisième République, visant à assurer la correcte formation des conservateurs, surtout en Provence, dans les musées de Provence. C'est un processus qui trouvera sa pleine formalisation après la Seconde Guerre mondiale. Les laboratoires microradiographiques que Mercier implante dans les locaux du musée est centré sur la diagnostic et se donne des objectifs clairs. Il l'explique souvent. Il devra servir au dévoilement de l'état originaire d'une peinture, tout en individuant les retouches successives permettant l'authentification des œuvres et, à l'occurrence, l'individuation des faux. La modernisation œuvrée par Mercier implique aussi une réorganisation des collections et des salles, tout comme l'installation des services voués à la recherche. Le musée de Dijon devient ainsi un véritable pôle de documentation qui peut compter sur une imposante collection photographique, environ 110 000 reproductions. 110 000. À Dijon, en Provence. Alors, quand le 9 mars 1929, Mercier décide de quitter sa fonction à Dijon à cause de fortes divergences avec la municipalité, un article paru dans la Revue de l'Art regrette la perte d'un technologue et d'un fonctionnaire de valeur. Et peut-être on expliquera cet quittement de Mercier dans la discussion. Il est notoire
que le premier projet de la conférence de Rome est dû à Daniel Baud-Bovy, président de la Commission fédérale des beaux-arts de Suisse, et à Richard Graul, directeur du Kunstgewerbemuseum de Leipzig. Tous les deux étaient membres du comité de direction de l'Office international des musées. Songeant aux expériences de la Internationale Museumsverband, Graul exprime l'idée d'une réunion des savants, d'experts et de restaurateurs qui aborde au préalable la question des méthodes d'examen scientifique des œuvres d'art. Il me semble que c'est bien la ligne de diagnostic et de conservation préventive qui va s'affirmer ces années-là à l'OIM, comme le montrent les titres même de la conférence, où les mots restauration ne figurent pas. Après, les choses vont changer, on le sait. À la fin de 1929, c'est désormais le nouveau secrétaire Euripide Funduchidis qui coordonne en étroite collaboration avec les membres italiens dont parlera Marco dans quelques instants la préparation de la conférence. Donc c'est lui qui gère tout, il faut dire. Conférence qui est largement promue auprès des musées d'Europe et notamment aux États-Unis, ainsi que dans la presse et même dans le monde industriel. Je trouve que c'est un point intéressant, cela aussi. Un deuxième point à retenir, à mon avis, du domaine restreint des peintures, l'initiative de l'OIM prend alors une ampleur majeure et le thème de la conservation opérée sur des bases scientifiques devient ainsi un enjeu général, d'ordre général. En fait, la conférence de Rome attire toutes sortes de conservateurs, comme le montre par exemple l'adhésion enthousiaste de Georges-Henri Rivière, qui à l'époque était encore le jeune attaché du musée d'ethnographie du Trocadéro, dirigé par Paul Rivet. Et Rivière explique à Funduchidis, je cite, qu'un laboratoire de préservation des objets ethnographiques dirigé par Adrien Federowski est déjà en cours d'aménagement au musée d'ethnographie. Les collections ethnographiques, Rivière explique, nécessitent des soins minutieux par suite même de la fragilité de nombreuses matières utilisées, comme plumes, bois légers, cuir, etc. Les musées d'ethnographie, où ces questions ont été absolument négligées pendant une si longue époque, doivent faire un énorme effort. Et c'était vraiment la condition répandue dans les musées de France à l'époque. Donc, une partie intégrante des journées romaines aurait été une exposition de documents photographiques et même des objets. À côté de la discussion, on avait prévu, je ne sais pas si ça a été vraiment mis en place, une salle pour exposer de la bibliographie, les livres, mais notamment les instruments et les photographies. Sous ces aspects, Fernand Mercier, Dijon, entendait visiblement s'étayer la part du lion dans une lettre du 28 septembre adressée à l'Office. Il annonce avoir plus de 200 documents à présenter à l'exposition, documents graphiques et photographiques, y compris des radiographies, mais aussi une série importante de prélèvements micrographiques montés sous lamelles. Donc, il avait vraiment l'intention de promouvoir son laboratoire et c'est auto-promouvoir. Alors, je ne peux pas aujourd'hui m'attarder sur les relations entre Mercier et l'Office, toujours affectées par une certaine malaise. Il me semble que les conservateurs dijonnais ont subi une sorte d'ostracisme dû à la méfiance réservée aux conservateurs de Provence, au moment où l'État en France se veut le seul acteur non seulement dans l'organisation des musées, mais aussi dans la recherche scientifique vouée à la conservation. Comme par exemple le soulignera Jean-Fernand Sellerier lors de la conférence, toute intervention de diagnostic ou restauration devra être effectuée avec toutes les garanties nécessaires que l'on peut trouver dans les musées nationaux, je souligne bien musées nationaux.
Ces remarques s'inscrivent dans les débats sur l'organisation des musées et la nécessité de leur réforme, un débat qui était animé par les conservateurs et aussi par les hommes politiques en France, un débat qui sera affiché dans les volumes musées publiés par les Cahiers de la République des lettres, des sciences et des arts, justement en 1930, ainsi que dans les pages du Bulletin des musées de France. Alors, il faut dire qu'à côté de l'Office international des musées, plusieurs acteurs animent la question de la diagnostic artistique dans la seconde moitié des années 20. L'exigence d'une approche technique à l'étude des œuvres d'art trouve un tournant décisif au moment où, en 1925, Henri Verne assure la direction des musées nationaux. Verne est un fonctionnaire énergique. En 1926, il entreprend une réorganisation du Louvre, projet qu'il détaillera dans les pages du Muséum. Décisive est la réforme qu'il met en place à l'école du Louvre. Remarquons que Verne s'adresse lui aussi à Fernand Mercier déjà en 1923, en lui exposant son projet de transformation de l'école en un véritable lieu de recrutement de conservateurs. À côté de l'histoire de l'art, il estime évidemment nécessaire d'y développer, au sein de l'école, une formation technique, au sens strict du terme. Sous la nouvelle direction Verne, un cours de muséographie est institué en 1927, j'ai dit à l'école du Louvre, incorporant aussi les techniques nécessaires à l'étude et à l'entretien des objets. Jean-Fernand Sellerier, qui à l'époque était directeur du laboratoire d'essais de conservation nationale des arts et métiers, est invité à donner des cours à l'école, illustrant les applications scientifiques du rayonnement de la lumière à l'étude des peintures. Dès 1927, Sellerier, à titre gratuit, opère des examens radiographiques sur les peintures dans le sous-sol du pavillon du Flore, et c'est encore Verne qui lui confie ce rôle. Comme l'a affirmé Agnès Calu, Verne est obsédé par la lumière. C'est pourquoi, en même temps, il entreprend aussi des modifications importantes dans l'éclairage de certaines salles du Louvre. Ce qui nous intéresse spécialement, sous sa direction, l'école du Louvre instaure des échanges fréquents et systématiques avec l'Office international des musées dès sa fondation, notamment avec Richard Dupérier, qui est invité comme conférencier à l'école du Louvre. Mais après la conférence de Rome, les cours de muséographie changent et ces cours seront ciblés vraiment sur la diagnostic et la restauration et deviendront de plus en plus à caractère pratique. D'autre part, considérer le développement de cet intérêt dans le monde universitaire, oui, c'est bien ça, qui est d'ailleurs osmotique à l'Office international des musées, Université, Société des Nations. Depuis 1926, l'Office s'empresse d'établir des relations formelles avec les congrès internationaux d'histoire de l'art afin d'obtenir une accréditation dans le monde académique. L'on peut affirmer qu'une sorte de répétition générale de la conférence de Rome a eu lieu au 12e Congrès international d'histoire de l'art de Bruxelles, évoqué hier, qui se tient justement à Bruxelles en septembre 1930. Lors du congrès, le Comité international d'histoire de l'art, le CIA, fut créé et au comité participent 2 membres qui appartiennent à la Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations. Vous voyez, cet imbriquement entre Société des Nations et monde universitaire d'histoire de l'art. Alors, une section du Congrès de Bruxelles, intitulée « Enseignement muséographie », accorde, je cite, une attention toute particulière à l'étude des procédés de la science moderne pour l'examen, la conservation et la restauration des œuvres d'art, ainsi qu'à l'examen des contrefaçons et à l'étude d'une réglementation internationale pour la protection des œuvres d'art. Nous retrouvons à Bruxelles plusieurs savants qui seront présents au mois après à Rome. Et en effet, les objectifs étaient communs. Il s'agissait d'accréditer l'histoire de l'art comme une discipline à part entière, moderne et scientifique, fondée,
comme l'affirme Léon van Puivelde, qui était le président du Congrès, fondée sur l'observation, l'hypothèse et la vérification, tout en invitant les collègues à ne pas refuser les méthodes positives de la recherche scientifique. Donc, en vue de la bonne réussite de la conférence, l'Office commence à publier dans Museum une série d'articles sur le sujet. En 1930, paraissent quelques expériences scientifiques menées dans différents musées d'Europe. Toutefois, il me semble que le sujet ait encore du mal à s'imposer dans les bulletins officiels de l'OIM. L'année même de la conférence de Rome, les numéros consacrés à la conception moderne du musée, animés par les Belges Jean Capart et Jean Lemaire, n'effleurent même pas la question de l'analyse technique. Les thèmes du rôle social du musée dominent encore la vision de l'Office dirigé par Jules Destrée. Tout change avec les numéros qui font suite à la conférence, dont nombre des interventions seront publiées. Surtout, à partir de 1931, Museum inaugure une rubrique spécialement consacrée à la conservation des œuvres d'art. Et donc, la discussion se structure dans la revue alors d'une façon systématique et en ampleur vraiment internationale. Les deux listes qu'on a évoquées hier, les deux listes originaires des participants à la conférence, donnent la dimension du projet, la conférence impliquant 17 pays. Outre la délégation italienne composée de 36 membres, les plus nourris sont celles de l'Allemagne, puis de la France, suivies par la Grande-Bretagne. Quant aux professionnalités représentées, la grande majorité sont des conservateurs, à détriment des scientifiques et des restaurateurs. Une disproportion bien évidente qui exemplifie la question du rapport de hiérarchie entre les acteurs de la conservation, c'est-à-dire historiens, scientifiques et restaurateurs. La position officielle de l'Office ne pouvait pas mettre en cause la connoisseurship, c'est-à-dire la méthode propre aux historiens de l'art, qui basculait à l'époque entre comparaison scientifique et guess. C'est plutôt à une collaboration entre art et science que l'Office songe, comme l'affirme Sellerier dans son article. Il est convaincu qu'il faut combiner diagnostic visuel et constatation scientifique et que la technologie peut augmenter l'acuité visuelle de l'expert artistique. Donc ça, c'est un point, d'un point de vue théorique assez intéressant, il me semble. Alors, Fernand Mercier, quant à lui, il est animé d'un esprit encore plus positif, puisque, je cite, « Notre œil est imparfait, même quand il est soumis à un entraînement régulier et méthodique. Mercier reconnaît les limites non seulement de l'historien de l'art, mais aussi du restaurateur. Comme il affirme, seul le laboratoire voit tout. Le laboratoire voit tout. La relation entre les conservateurs historiens de l'art et les restaurateurs sera donc soumise pour Mercier aux données objectives que seule l'analyse des laboratoires, voire les instruments, voire la technologie peuvent fournir. Une situation tendue à cet égard a dû se produire à Rome, comme le montre la lettre que Sylvia a présentée dans un article, la lettre au ton conciliant envoyée peu après la conférence par Jean-Fernand Sellerier à Attilio Rossi. Le fait que Sellerier ait écrit à Rossi suggère que ces réserves ont dû animer spécialement les historiens de l'art italiens. Parmi eux, on le sait bien, Roberto Longhi, dont les avis négatifs sur les pratiques des laboratoires exprimés lors de la conférence vont se mêler en 1937 à des mots de sarcasme politique net envers l'esprit de lumière de la Société des Nations qui inspire la culture des pays démocratiques. Ce sont des mots, à mon avis, sur lesquels il faudra un jour réfléchir. Dans l'avant-propos du manuel de 1939, le secrétaire de l'OIM Fundoukidis, quant à lui, tout en reproposant une étroite collaboration internationale entre savants, affirme que la restauration serait bien un métier, ça c'est important, un métier qui nécessite une habileté manuelle,
œil-main, mais aussi un enseignement donné par des maîtres qualifiés disposant d'un matériel d'expérience que seules possèdent les grandes institutions muséographiques. Encore, parole qui laisse percevoir les rôles confiés au musée comme lieu de formation professionnelle, et c'est là dans un cadre strictement centralisé. 1930, et je m'approche de conclusion, 1930 inaugure, me semble-t-il, une deuxième phase pour l'OIM. Par rapport aux premières années de vie de l'Office, caractérisées avant tout par une vision affirmant le rôle social et éducatif de l'institution, les activités des années 30 s'orientent de plus en plus vers des questions concrètes de conservation et d'exposition. L'élan idéal qui avait animé les deux fondateurs, Faucillon et Destrée, et qui était aussi un élan politique, il faut le dire, puisque les deux étaient des socialistes convaincus, ne me semble pas guider les activités de ceux qui animent maintenant le bureau du Palais Royal. Ce n'est pas un hasard si Henri Faucillon ne semble pas être impliqué dans la conception de la conférence de Rome, on reviendra peut-être sur ce point, conférence de Rome où il fut quand même présent à la tête de la délégation française, mais c'était vraiment une fonction formelle. En effet, en 1930, l'historien de l'art ne figure plus dans les comités de direction de l'Office, même pas dans les comités d'experts de l'OIM. Pourtant, son absence peut paraître comme un paradoxe si l'on songe au rôle essentiel qu'il avait confié à la technique dans sa phénoménologie artistique et aux lignes sur les dessus et les dessous de la peinture qu'il écrit dans sa préface au livre de Fernand Mercier. Quant à Jules Destrée, dans son discours prononcé lors de la séance de clôture de la conférence, Destrée n'hésite pas à parler des illusions que la conférence a pu générer, convainquant le grand public que les investigations techniques puissent remplacer l'activité des historiens de l'art. On pourrait peut-être dire que les grandes idoles des années 30, la technique, c'est les grandes idoles des années 30, prend le relais de l'humanisme qui avait animé les fondateurs des commissions genevoises et de l'Institut international de coopération intellectuelle. Mais on reviendra sur ce point aussi. En tout cas, la conférence de Rome a été un tournant important pour l'OIM qui, depuis, gagnera une réputation internationale. À Rome, des bases partagées pour l'affirmation d'une technical art history au musée sont jetées, mais il y aura aussi des corollaires, notamment l'enquête sur la formation professionnelle des restaurateurs de 1932. Mais la conférence de Rome a été également une occasion importante pour se pencher sur la muséographie, en abordant la question des meilleures conditions d'exposition des œuvres. Rome a ainsi anticipé les élaborations qui seront plus spécifiquement débattues en 1934, ici, à quelques pas d'ici, à la Real Accademia de Bellas Artes de San Fernando. Je vous remercie.